Faut que ça change pour les autres. Et je voudrais pas être le gars de plus qui le savait, mais qui a rien dit. C'est peut-être pour ça que je suis ici. Dans le monde très fermé des hôpitaux, rares sont ceux qui osent dénoncer les abus dont ils ont été la cible. Pendant plusieurs mois, Louis aurait vécu un calvaire sur son lieu de stage, victime d'humiliations à répétition de la part de son chef de service. Qu'est-ce que c'est être humilié? Non, dans notre métier, on ne nous humilie pas, puisque on est plus fort que ça, normalement. Et puis après, quand on en discute avec des personnes de l'extérieur, la famille, les copains, trouvent ça inadmissible. Nous, on se dit, bon, c'était normal, on est dans le milieu de la chirurgie. On se dit, il faut accepter, on est fort, on est quelqu'un de fort, et ça nous rendra plus fort, mais probablement que c'était de l'humiliation, ouais. Après 13 années d'études et de sacrifices, Louis a failli tout abandonner. On subit et on se rend compte que petit à petit, on s'éteint un peu au travail, puis un peu à la maison. Et puis en fait, tout court, tout le temps. Ça a été plus loin encore? Peut-être, ouais. De manière très... une fois, quoi, peut-être. Ouais, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Et on trouve pas trop de solutions, quoi. Pendant une demi-seconde, même pas. Mais c'est peut-être une demi-seconde de trop. Vous parlez de suicide, là? Arrêtez de penser. Arrêtez de penser. Ils sont les grands médecins de demain, mais leur parcours est parfois marqué de violence, de harcèlement ou d'abus de pouvoir. Parfois, sur une journée, je pouvais, pendant une heure, me faire hurler dessus, et puis la minute d'après, il me forçait à lui faire un câlin. Investigation a enquêté sur une réalité inquiétante au cœur de la formation de nos futurs spécialistes. Je pense qu'on doit avoir 20, 30, 40 ans de retard sur l'évolution sociétale. Et on s'est fait humilier, on se fait détruire psychologiquement. Et là, il nous reste encore 15 ans plus tard des séquelles psychologiques de ce passage-là. Certains ont osé témoigner et parler de leur histoire, malgré la peur des conséquences. Qu'est-ce qu'on risque si on dénonce? Non du tout le système. De la souffrance qui parfois mène à des drames irréparables. Il y a eu des suicides qui étaient manifestement liés aux conditions de travail. Voici l'histoire de médecins spécialistes en formation et d'une maltraitance passée sous silence. Cette enquête débute avec une question simple. Qui sont ces médecins spécialistes en formation? Sans le savoir, vous les avez certainement déjà croisés dans un hôpital. Ils vous ont peut-être même déjà soignés. Chirurgie, cardiologie, gériatrie ou encore gynécologie, ils sont présents dans tous les domaines de la santé. Comme les urgences, par exemple. Bonjour, je suis le docteur Abraham. Allez-y, respirez bien. Ok, encore. Notre médecin spécialiste en formation du jour, c'est elle, Aline Abraham. En la regardant travailler, une chose saute aux yeux, elle ne s'arrête jamais. On va au C2. Maintenant? Ouais. Super. Mais on fait une gazo quand même avant. Pendant les 3 heures passées avec elle, elle n'a marqué aucune pause. Elle enchaîne les tâches, soigne les patients et travaille avec une assurance qui pourrait la faire passer pour une urgentiste diplômée. Ok, essayez de respirer calmement. Voilà. Ici au-dessus, ça vous fait pas mal, hein? Non. Et il y a un endroit qui vous fait plus mal? Vraiment le bas. Ok, d'accord. Pourtant, Aline Abraham est encore en apprentissage. On a fini nos 6 ans de médecine donc à l'université, le bachelier puis le master. Et puis vraiment, on travaille à l'hôpital en spécialisation qu'on choisit à la fin de nos études de médecine. Et puis en fonction de la spécialisation, il y a un nombre d'années d'études différents. Donc moi, je suis en 5e sur 6 pour les urgences. Mais et voilà, on travaille à l'hôpital comme tout autre médecin. Mais on est en formation, du coup. À la fin de vos 6 années de spécialisation, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il faut voir où je suis engagée et voilà, choisir et voir ce qui est possible, où est-ce qu'il y a des places et travailler du coup dans un hôpital. Ces médecins, comme Aline, ont un statut particulier, entre étudiants et professionnels. Pour être diplômé,
ils feront entre 9 à 12 ans d'études. En Belgique, près de 6500 futurs spécialistes sont en formation, dont un peu plus de 3000 en Wallonie et en région bruxelloise. Ouais, après, pas de lactate, il a peut-être récupéré de sa crise. Oui, après, il a on un l'a syndrome fait inflammatoire. au moment 14 de CRP. Également appelés assistants, ils enchaînent tout au long de leur cursus des stages de plusieurs mois dans différents hôpitaux. Là, ils travaillent sous la supervision de professionnels expérimentés, comme leur maître de stage, qui les guident et les aident à progresser. Il faut bien comprendre qu'on doit faire avec tous les patients qui sont là, plus l'apprentissage. C'est pas toujours évident. Ici, ben voilà, on essaye en tout cas d'avoir un peu le même fonctionnement entre les patrons et les assistants. Donc ils ont en gros les mêmes horaires que nous. S'ils font du jour, on fait du jour. Quand ils font des nuits, on fait des nuits aussi. Et alors on fait très attention à ce qu'il y ait au minimum 2 superviseurs qui soient présents en journée et au moins 1 la nuit. La relation entre un assistant et son chef de service ou son maître de stage est essentielle, car ces encadrants possèdent un rôle crucial dans la formation et la supervision des apprentis spécialistes. Ça donne quoi au quotidien ? C'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus stressantes que d'autres. Après, ça dépend aussi des stages. Donc il y a des stages où on est très bien encadré, ça fait moins de stress. Ici, ça se passe bien ? Oui, très bien. C'est pas le cas partout ? Oui. Pas toujours, ça dépend. En Belgique, les soins de santé sont généralement décrits comme performants et accessibles. Le personnel médical, considéré comme hautement qualifié. Mais au cœur de la chaîne des soins de santé, certains vivent en coulisses une réalité parfois bien différente. Au printemps 2021, une grève de 4 jours débute en Belgique francophone. Des centaines de médecins spécialistes en formation manifestent pour protester contre leurs conditions de travail. Ils dénoncent la suppression des rémunérations de garde ou le non-paiement d'heures supplémentaires. Ils sont issus de tous les réseaux universitaires, ULB, UCL et ULiège. On en arrive à une situation où on est quasiment à de la traite des êtres humains, vu les heures de travail et le non-paiement de la rémunération. Cet événement inédit met en lumière certains dysfonctionnements au cœur de la formation des médecins spécialistes. Et ce ne sont pas les seuls. À la fin de l'été dernier, nous sommes alertés sur des faits de harcèlement dans l'un des hôpitaux les plus importants du pays. Les cliniques universitaires Saint-Luc. Les faits se dérouleraient au cœur du service d'orthopédie. Par téléphone, des assistants nous informent d'abus qui seraient commis par leur chef de service et par son adjointe. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et qui enseigne des choses très intéressantes, mais au niveau comportemental, c'est pas toujours facile. Il y a un homme qui comprend que les gens qui sont toujours ses frères, et moi, avec des sous-entendus. Elle est vraiment, sur certains aspects, détestable. J'ai une autre assistante qui pleurait après leur journée de match avec elle, qui en avait pas la nuit, et qui ont dû changer au cours de l'année pour plus travailler avec elle. Il y a des gens qui se font humilier au bloc opératoire ou de manière générale à l'hôpital. Et c'est souvent au bloc que ça se passe. Et je pense qu'il y a des assistants à vie qui décèdent plus. Et c'est peut-être là, je pense qu'on a tous marre, c'est la lettre. À ce moment précis de notre enquête, ce service d'orthopédie est dirigé par un chirurgien renommé dont on ne dévoilera que les initiales. E.T. Au sein de son service, il est secondé par une adjointe. Ces 2 personnes sont directement visées par les témoignages que vous venez d'entendre. Celui que nous appellerons le professeur T est un médecin flamand, spécialiste de la chirurgie du genou. Auteur prolifique d'articles scientifiques, il est membre de plusieurs associations internationales dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Les médecins assistants que nous avons contactés le décrivent tous comme un homme extrêmement intelligent. Certains comme un excellent chirurgien, d'autres comme un bon formateur. Mais ces sources pointent également de graves dérives. C'est le cas de cet homme. Par crainte de représailles,
il souhaite ne pas être reconnu. Sa voix a été modifiée et son témoignage rejoué par un comédien. Ce qui se passe dans ces deux salles d'opération, c'est comme des discours d'un autre temps, des attaques personnelles sur des caractéristiques physiques, sur des caractéristiques familiales. Et c'est toute la journée. Il y a un climat de terreur et une ambiance peu propice à un travail serein. C'est connu de toute personne fréquentant de près ou de loin le service d'orthopédie. Qui sont les responsables de ce climat dans le service d'orthopédie de Saint-Luc? Principalement le chef de service et son associé la plus proche. Ce témoin est l'un des nombreux médecins que nous avons contactés. Au total, plus d'une dizaine ont accepté de nous parler du professeur T. Certains ont travaillé étroitement avec lui. D'autres l'ont côtoyé en sa qualité de chef de service. Ils décrivent des scènes où le chirurgien mettrait très régulièrement les médecins assistants sous pression, les insulterait, les humilierait, notamment au bloc opératoire. Certains ont été témoins de ces abus présumés, d'autres l'ont vécu personnellement. L'un d'eux est Louis. Il y a des parts d'humiliation, de ne pas être capable de satisfaire à la maison, de ne pas être capable, que nos parents nous ont toujours dit qu'on était unique et formidable, et donc on le croit, mais qu'en fait on ne l'est pas du tout. C'est ce genre de petites phrases. Au début on rigole, on rentre dans le jeu, on s'auto-rabaisse pour essayer de rentrer dans le jeu et se dire bon bah ça va passer plus vite. Et puis en fait c'est au quotidien, c'est tout le temps. Est-ce que le professeur détruit les gens avec qui il travaille ou certaines personnes avec qui il travaille, dont les médecins spécialistes en formation? Moi ça a été compliqué, ouais. Moi ça a été compliqué. Ça veut dire quoi, compliqué? Perdre du goût du métier, perdre de confiance en soi. Difficile au quotidien à la maison, du coup, parce qu'on ne revient pas avec le sourire. Ça a un impact sur les gens proches autour de nous, qui nous voient de moins en moins bien. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois. Le stress, et puis finalement, là, on ne sait même plus, on doute de tout. Ouais, tout ça. Aujourd'hui, Louis se reconstruit. Il travaille désormais sereinement au sein d'un autre hôpital bruxellois. Cette pression, ces tentatives d'humiliation et ces insultes, cet homme affirme les avoir également subies. Notre rencontre avec ce médecin, dont vous ne verrez pas le vrai visage, se déroule loin de son lieu de travail. Lui aussi craint d'être reconnu et souhaite s'exprimer de manière anonyme. Les faits remontent à plus de 15 ans. À cette époque, le professeur T n'est pas encore chef de service à Saint-Luc. Mais cet ancien assistant se souvient parfaitement de lui, de ses paroles et surtout de ses méthodes. C'est pas une nouvelle pour l'hôpital Saint-Luc, ils savaient très bien, mais non. Ils étaient contents parce que voilà, ils faisaient un gros chiffre d'argent et donc ils se disaient on va surtout pas aller l'embêter, donc ils laissaient les assistants se faire détruire. Donc j'en ai parlé à la direction du service et donc voilà, il n'y a rien qui bougeait. Mais il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, ça faisait 13 ans qu'on était aux études, 7 années de médecine, 6 années de spécialisation, et on se fait humilier, on se fait détruire psychologiquement, alors on est des gens qui avons déjà beaucoup étudié, passé beaucoup d'examens, fait énormément, on est vraiment à la toute fin du cursus, donc on n'a pas le choix que de continuer. Et donc, en gros, on se met une espèce de carapace, il y a des gens qui m'ont dit, des gens de Saint-Luc qui avant de commencer, on dit, moi tu vas chez mettre la carapace. J'ai mis ma carapace, mais les choses se passent, et donc ça a été 6 mois horribles, et des primales qui détruisent en tout pourcent de soi l'image qu'on a de soi-même.
là, il reste encore 15 ans plus tard des séquelles psychologiques de ce passage-là. Après avoir entendu ces témoignages, nous avons décidé d'appeler le premier concerné. Le premier contact avec le chirurgien a lieu début décembre. Je me permets de vous appeler parce que j'enquête sur des faits de harcèlement moral au sein du service d'orthopédie de Saint-Luc que vous gérez. Ce jour-là, il va refuser notre demande d'interview. Mais vous le verrez bientôt, dans les semaines qui suivront cet appel, sa situation et celle de son service vont complètement changer. Ces révélations ne sont que la première étape d'une enquête plus vaste. Notre rencontre avec Sami Barit et Alexandre Nizet va s'avérer être un tournant. Ces deux médecins sont les responsables de la DMEF, la délégation francophone des médecins en formation. Un organisme qui représente les assistants de l'ULB, de l'UCL et de l'ULiège. Ils nous font découvrir de nombreux signalements qu'ils reçoivent de leurs membres. Ce qui semblait être un cas isolé à Saint-Luc ne serait en réalité que le symptôme d'un dysfonctionnement enraciné dans nos hôpitaux. Je pense que vous ne pouvez pas trouver un médecin spécialiste en formation qui n'a pas soit vécu, soit eu écho directement d'un collègue ou d'une collègue qui a vécu une situation problématique de cet ordre-là. Donc que ce soit du harcèlement basique à d'autres types d'harcèlement encore plus inquiétants, discrimination et autres, sont des pratiques qui, nous, d'expérience, on considère en fait presque comme banales. On a quotidiennement des plaintes différentes qui nous remontent de différents hôpitaux, de différents services. Dans le cas de Saint-Luc, on parle, dans ce qu'on nous a remonté, d'insultes, d'humiliation, de pression. Est-ce que ça veut dire que c'est des choses que vous retrouvez tous les jours dans les cas qu'on remonte jusqu'à vous? De manière isolée, ça arrive effectivement. Donc on ne va pas dire que toutes les situations recoupent tous les problèmes, mais effectivement, des situations de harcèlement, des situations de violence, des situations de pression, des situations de chantage, on en a vraiment régulièrement. Sami Barit et Alexandre Nizet ne sont pas les seuls à prendre la situation des médecins assistants au sérieux. Depuis 2019, la justice s'intéresse de très près à leurs conditions de travail. À cette époque, le magistrat Fabrizio Anciocco est alerté sur de graves problèmes au sein de plusieurs hôpitaux de la capitale. Il découvre entre autres les horaires démesurés et illégaux des médecins spécialistes en formation et certaines de leurs graves conséquences. Il y a eu des suicides qui étaient manifestement liés, ne fût-ce qu'en partie, aux conditions de travail, des burn-out, des médecins spécialistes en formation qui abandonnent leur formation. Il y a d'autres conséquences qui sont susceptibles de concerner les patients que nous sommes tous, parce qu'un médecin spécialiste en formation qui fait des horaires impossibles, qui a travaillé sur une semaine plus de 90 heures, ou qui est harcelé, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais qui est harcelé, qui subit des pressions, même s'il est de parfaite bonne volonté, mais ne pourra pas travailler comme il le faut. Et là, les conséquences, ce sont les patients qui les subiront. Donc, c'est un dossier, effectivement, qui, comment le dire, sans être polémique, c'est un dossier dont beaucoup de personnes n'aiment pas parler. Et c'est une réalité que certains n'aiment pas voir. Mais la réalité, elle est là. 4 hôpitaux bruxellois se retrouvent actuellement dans le viseur de cet auditorat pour violation de la législation sur le temps de travail. Mais à l'heure actuelle, aucune plainte pour harcèlement ne se retrouve dans ce dossier. On sait qu'il y a des soucis de harcèlement. Je ne généralise pas. Je ne dis pas que ça se passe partout et tout le temps, mais on sait qu'il y a des soucis. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas saisi de situations concrètes, vous ne pouvez pas ouvrir d'enquête. C'est ça le souci. Lorsque des contrôles ont été effectués à la demande de l'auditorat du travail, par une inspection sociale spécialisée et la police, l'inspection sociale et la police ont rencontré des médecins assistants sur place et avaient demandé leurs coordonnées.
en vue d'être auditionné. Aucun médecin assistant n'a répondu ensuite et n'a souhaité être auditionné. Ça semble révélateur d'une crainte. Cette crainte dont parle Fabrizio Antioco trouve un écho dans les révélations dévoilées dans le journal Le Soir en 2021. Quelques semaines après la grève des assistants, le quotidien publie un livre noir. Un document où figurent des exemples de pressions subies à l'époque par les grévistes issus de tous les réseaux universitaires. Des intimidations verbales. Certains membres de la direction sont venus nous menacer oralement, expliquant que le CHU n'embaucherait jamais un médecin qui a préféré faire grève au détriment d'un travailleur. Ou des menaces écrites, comme cet email envoyé par un chef de service de l'hôpital Bruckmann. Je demande l'arrêt immédiat de la grève. Ceux qui ne reprennent pas doivent s'attendre à des conséquences. Les examens de master approchent, j'en tiendrai évidemment compte. Mon stylo pourrait se mettre inopinément en grève au moment de signer leur carnet de stage. Ce livre noir est l'un des rares exemples rendus publics d'intimidation et de pression exercée sur les médecins spécialistes en formation. À croire que pour préserver leur carrière, beaucoup n'auraient d'autre choix que de se taire. C'est le cas de cette médecin. Nous l'appellerons Sarah, un prénom d'emprunt pour préserver son identité. Elle travaille dans un autre hôpital bruxellois, lié à l'Université libre de Bruxelles. Dès le début de son stage, les rapports avec son chef de service et supérieur hiérarchique auraient été très compliqués. L'homme aurait rapidement eu un comportement problématique et des gestes très déplacés. Ce stage a été très difficile à vivre sur plusieurs plans, notamment harcèlement moral, avec vraiment presque des insultes, des hurlements, de la colère, se faire pousser au fond de la pièce, se faire bousculer quand ça ne va pas comme il veut, énormément d'intimidation. Donc de me rabaisser constamment, que j'irai nulle part, que ça fonctionnera jamais si je continue comme ça. Et il y a eu tout un autre versant en plus, harcèlement sexuel, avec parfois sur une journée, je pouvais pendant une heure me faire hurler dessus, et puis la minute d'après, on m'attrapait par le bras de force et il me forçait à lui faire un câlin. Il m'embrassait sur le front. Parfois, il pouvait m'appeler par des petits noms affectueux, juste après, justement, m'avoir engueulé. Il y a eu des allusions sexuelles très très poussées, que voilà, avec le physique que j'ai, il n'y a pas de raison que les patients n'aient pas envie de moi, ou ce genre de choses, quoi. À l'époque, Sarah décide de dénoncer les faits à la direction de l'hôpital. Mais elle a l'impression qu'on ne la croit pas, qu'on tente d'étouffer l'affaire. On lui affirme que l'hôpital ne peut se passer de ce chef de service. Elle décide alors de ne pas aller plus loin, notamment en justice. En clair, d'enterrer elle-même cette histoire pour protéger sa réputation et la suite de sa carrière. Ils ont des bras assez longs pour qu'on ne soit pas engagé dans certains hôpitaux, dans certains services. Ils peuvent faire en sorte de nous faire passer en fait pour des gens incompétents. Et donc c'était ça le risque. Dans le fond, ce qui compte, c'est voilà, c'est l'opinion. Et c'est effectivement le fait qu'on ait su se taire au bon moment, qu'on n'a pas dénoncé quelque chose de grave, qu'on a protégé un collègue. Donc c'est vrai que c'est un peu triste de se dire que la médecine serait due à ça aussi, quoi. Sarah nous a demandé de ne pas citer le nom de son hôpital, ni du médecin concerné. Car aujourd'hui, elle attend seulement de finir son stage, d'être diplômée et d'aller travailler ailleurs. Son histoire, nous en avons parlé avec les deux responsables de la délégation francophone des médecins en formation. Pour eux, le cas de Sarah, qui ressemble à tant d'autres, est révélateur d'une culture omniprésente au sein des hôpitaux belges. C'est une culture de l'omerta. C'est une culture de l'omerta parce qu'on est dans une situation où les conflits d'intérêts sont légion et les conséquences de dénoncer
certaines pratiques, certains comportements peuvent être extrêmement importantes pour les lanceurs d'alerte, on va dire. C'est-à-dire que quand on est un médecin spécialiste en formation et qu'on veut soulever un problème, on s'expose à des représailles? On s'expose à des représailles, ce qui explique deux choses. C'est que d'une part, on a proportionnellement, probablement, quasiment aucun signalement de ce qui se passe réellement sur le terrain. On a les signalements quand les situations sont dépassées, quand les gens sont au bord du burn-out, sont au bord de craquer, quand les situations perdurent depuis des mois. Et oui, on le sait très bien, on l'a vu, on a des gens qui nous ont signalé des problématiques en nous demandant spécifiquement d'attendre qu'ils soient diplômés pour pouvoir agir dessus. Parce qu'ils avaient peur qu'on leur fasse un chantage à tel ou tel document nécessaire pour leur agrément. Une récente enquête du SPF Santé publique s'est intéressée aux conditions de travail des médecins spécialistes en formation. Elle révèle notamment que 60% des médecins assistants francophones ne prendraient aucune mesure pour dénoncer des problèmes lors de leur stage par peur des conséquences. Plus de la moitié aurait également l'impression que cela ne servirait à rien. Rompre la loi du silence qui règne dans le monde très fermé des hôpitaux est rare. Pourtant, lorsque certains le font, cela peut tout changer. Comme à Saint-Luc, là où certains ont osé parler. À l'été 2024, une infirmière qui travaille au sein du service d'orthopédie dénonce à sa direction le harcèlement et les faits de violence dont elle serait victime. Des faits dont le professeur T serait l'auteur. Entre avril et novembre 2024, plusieurs plaintes sont formulées, notamment à la médecine du travail, par des médecins spécialistes en formation à l'encontre du chef de service et de son adjointe. Ces éléments amènent l'hôpital à ouvrir une enquête interne à la fin de l'été dernier. Selon nos informations, elle n'aurait dans un premier temps abouti sur aucune sanction majeure. Mais en décembre 2024, la nouvelle direction, en place depuis seulement 2 mois, annonce que le professeur T et son adjointe ne font plus partie des cliniques universitaires Saint-Luc. Son directeur, Philippe Leroy, a accepté de revenir sur cette décision. Je ne pourrais pas m'étendre sur les motifs précis concernant ces 2 personnes, les motifs du fait qu'ils ne sont plus membres du personnel. Éventuellement, il faudrait leur demander à eux. Mais voilà, pour moi, ce qui compte, c'est la situation actuelle où, en effet, ils ne sont plus partie prenante chez nous. Mais donc, difficile de savoir s'ils ont été licenciés, s'il y a eu un accord, une fin de collaboration. C'est particulier. Comment expliquer finalement qu'ils ne font plus partie de cet établissement? En effet, je ne peux pas m'étendre, comme je vous disais, sur un dossier personnel. Moi, je focalise sur des problématiques à régler. On les règle. Parfois, c'est la vie des organisations. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Et les 2 personnes que vous avez mentionnées sont parties. On ne va pas parler de 2 cas, on va parler alors du service de chirurgie orthopédique. Est-ce que, jusqu'à cette fin de collaboration, est-ce que le service de chirurgie orthopédique de votre hôpital était géré de manière problématique, avec des relations de gestion toxiques, avec des pressions, avec des humiliations? Alors, la vie d'un hôpital, c'est pas un long fleuve tranquille. On a 6000 collaborateurs. L'hôpital, c'est 1 million de contacts patients sur l'année. Donc, c'est une grosse entreprise, une grosse fourmilière. Il peut arriver qu'il y ait des dérapages de certaines personnes à certains moments, que ce soit dans un service, dans l'autre. Donc, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse instruire, enquêter, corriger, quand je dis corriger, c'est prendre les sanctions appropriées. Donc au sein du service d'orthopédie, c'est un service qui a traversé effectivement un peu de turbulence. Je pense qu'en tout cas, on a eu, nous, vent en effet de certains faits qu'on a instruits et on a pris les décisions appropriées. Nous avons recontacté le professeur T. Le désormais ex-responsable du service d'orthopédie n'a pas accepté d'être interviewé, mais il a souhaité nous rencontrer, hors caméra, pour expliquer sa vérité. La rencontre a eu lieu il y a quelques jours à peine, dans un café de la capitale. Le chirurgien orthopédique nous a ensuite envoyé une réponse officielle par email. Il n'y donne aucune réponse directe à nos questions,
mais il y livre sa version des faits, dont voici des extraits. Je ne puis cautionner les propos de vos témoins. Je suis bien sûr touché par le vécu de ces personnes et demeure dans une incompréhension totale après une carrière de 20 ans sans la moindre remarque. Dans ce courrier, il déclare avoir eu notamment comme objectif de former et d'offrir à son pays d'excellents chirurgiens. En médecine, il est dangereux pour le patient de former les professionnels selon un nivellement par le bas. Dans la société d'aujourd'hui, la confrontation avec l'échec n'est plus acceptée et peut mener à la déception. Quant au médecin spécialiste en formation, le chirurgien flamand déclare: Si j'ai pu blesser quelqu'un par mes propos ou mon attitude, je le déplore sincèrement. Sans doute mes origines font que je m'exprime souvent de manière plus distante ou plus pragmatique, mais pas avec comme conséquence de dénigrer ou blesser qui que ce soit. Je peux imaginer leur douleur, qui est probablement à la hauteur de la souffrance que l'on me fait subir actuellement avec ces propos. Devrais-je moi aussi considérer ces témoignages comme du harcèlement ? Selon l'UCL que nous avons contacté, la fin de collaboration entre le professeur T et son hôpital a mis fin automatiquement à son poste d'enseignant à l'université. De son côté, son adjointe, également visée par des accusations de harcèlement, n'a pas donné suite à notre demande d'interview. En Belgique, les médecins spécialistes en formation victimes de harcèlement disposent, comme toute autre personne, de plusieurs leviers pour réagir et se protéger. Des démarches en interne, au sein de leurs hôpitaux, jusqu'à des actions légales en justice. Quand on a affaire à du harcèlement, à de la violence psychique au travail, à des pressions qui peuvent être constitutives de harcèlement naturellement, la preuve est souvent difficile à rassembler. Parce que les personnes qui sont victimes ont des craintes pour leur carrière, sont soumises à des pressions, peuvent aussi avoir peur que d'autres n'osent pas témoigner. C'est un regret, parce que, à nouveau, si la justice pouvait appréhender certaines situations, elle les traiterait. Parler et briser la loi du silence, c'est peut-être le premier pas pour faire évoluer un milieu que beaucoup jugent encore figé dans le temps. Pour dévoiler au grand jour des violences souvent invisibles.